va maintenant accueillir un ancien candidat de l'émission Pékin Express qui a décidé de se lancer en politique. On accueille l'invité d'Anne-Elisabeth, Jean-Pierre Mélia. Vous attendez quoi? Que quelqu'un bouge et que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que tous les gens qui vous entourent disent « Ouais, c'est dégueulasse, on voit toujours les mêmes à la télé, c'est toujours les mêmes sur les plateaux de télé, mais quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce que quelqu'un va changer les choses ?» Et quand vous, en tant que politicien, vous suivez les résultats de la France, en clair, dette, déficit, chômage, vous voyez que dette, déficit, chômage continue d'exploser. Son visage vous dit sans doute quelque chose. Jean-Pierre Mélia a participé il y a quelques années à un jeu télévisé. Aujourd'hui, il se lance dans la course à la présidentielle. Ce Toulonnais au top de la condition physique ne veut pas seulement faire du buzz. Il a même créé son propre parti, le Vrai Rassemblement. Et il a un seul but, être pris au sérieux. Son portrait. Je suis le seul candidat aujourd'hui à proposer non pas un programme, vous savez la litanie de promesses, souvent farfelues, non, je propose un programme, mais à côté de ce programme, je propose un budget construit selon les normes de Bercy, un vrai budget. J'attends que mes concurrents en fassent autant, qu'ils en fassent autant. Toutes les petites communes, tous les maires de ces petites communes, ce sont des gens que j'espère convaincre par mon message de sincérité. Mon mot-clé, c'est plus de mensonges. Je ne peux pas imaginer que je ne réussisse pas à avoir ces 500 signatures. Votre parti s'appelle le Vrai Rassemblement. Pourquoi le Vrai Rassemblement? Le Vrai Rassemblement est né, vous êtes entre amis le soir. Oui. Alors le soir, vous êtes entre amis, vous êtes une dizaine, et vous avez autour d'une table, parce que mes amis sont de droite, de gauche, du centre, des extrêmes, ils votent pas, il y a de tout. Et alors on discute, c'est très nerveux, ça crie un petit peu, ouais, les gens de gauche, finalement, ils proposent rien, ouais, les gens de droite, ils aiment quoi le fric, ouais, moi je vais voter Le Pen parce qu'il y a trop d'immigrants en France, blabla, etc. Mais quand vous faites le tour de table, vous réalisez que finalement, tout le monde a envie de la même chose. On a envie que les pauvres aient plus d'argent, on n'a pas envie de partir à la retraite à 75 ans, on a envie d'avoir un petit peu plus de sécurité dans nos murs. Et nous avons constaté que ce qui est devenu notre slogan de campagne, si nos votes sont différents, nos aspirations sont identiques. C'est ce qui nous unit et nous avons dit, nous allons créer un parti, nous allons l'appeler le Vrai Rassemblement, parce que notre parti ne renie personne. Je veux que les Français soient plus heureux. J'en ai marre de voir des politiciens qui défilent sur nos antennes, qui nous font des tonnes et des tonnes de promesses, qui mentent ouvertement à tous les Français. Et tous les présidents qui se succèdent depuis le début de la 5e, les 4 présidents que l'on a eus, ont fait des promesses et ont tous détérioré la dette, le déficit et le chômage. Mon talon d'Achille se situe au niveau des médias. Je vous remercie. Ça fait 2 fois que vous me conviez sur ce plateau et je peux dire que je vous remercie. Mais si les médias ne jouent pas le jeu, si les médias refusent formellement de lire notre projet pour des raisons X ou Y, ma candidature n'existera plus. Aujourd'hui, je suis le seul candidat qui propose un budget crédible pour la France. Aujourd'hui, ni M. Fillon, ni M. Sarkozy, ni M. Mélenchon, ni M. Copé, ni personne ne propose et n'a mis en ligne le budget de la France pour 2018. Le président de la République est élu en mai. Oui, il y a 4 mois après. 4 mois après, il propose son budget au Parlement. Bien. Un homme politique qui est sérieux, qui ne ment pas, doit proposer aux Français avant le mois de mai et dire voilà le budget je vais le proposer dans 4 mois. Celui qui ne le présente pas ment. Ma démarche est de demander à tous les candidats actuellement de nous présenter leur budget, le budget qu'ils présenteront au Parlement en septembre 2017, mais qui n'attendent pas le 15 mai pour nous le proposer, qui nous le proposent tout de suite. Madame, monsieur le maire, bonjour. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas vous présenter la totalité du budget de Bercy. Le budget de Bercy fait entre 2000 et 3000 pages. Notre budget reprend bien sûr tous les chiffres officiels et formels de Bercy, mais nous l'avons concentré en une simple page A4, à savoir, nous nous intéressons
aux 6 principales recettes de la nation et aux 6 principales dépenses de la nation. Tout le reste n'a qu'un impact minime sur l'équilibre de nos finances publiques. Un candidat qui se présente à la prochaine élection présidentielle, s'il veut être crédible, s'il veut nous paraître sincère, s'il veut être sérieux, s'il veut nous convaincre, doit nous présenter 12 chiffres. 12 chiffres, c'est tout. Rien de plus, mais rien de moins. Ces 12 chiffres sont pour les 6 principales recettes: la TVA, la CSG, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, les impôts locaux et la taxe sur les carburants. En ce qui concerne les dépenses, ce sont les collectivités locales, l'éducation de nos jeunes, la charge de la dette, notre défense nationale, la sécurité du territoire et le trou de la Sécu. C'est tout. C'est tout. Nous demandons, alors nous, bien sûr, nous présentons ces 12 chiffres, nous les présentons sur 5 ans et nous présentons un budget qui ramène nos finances à l'équilibre en 3 ans. Nous demandons à tous les autres candidats tout simplement d'en faire autant. Tous, quelle que soit leur orientation politique. Je ne vais pas vous assommer avec un tas de chiffres. Notre budget est en ligne sur notre site, vous pouvez le consulter. Chaque chiffre est justifié par un lien qui vous ramène directement sur les sites de la BCE, de l'INSEE, sur les sites de Bercy, sur les sites officiels. Donc vous aurez des justificatifs de tous les chiffres que nous mentionnons sur ce site et dans notre budget. Je vais juste vous donner un exemple concret pour illustrer, je veux dire, le côté pas très honnête de nos candidats actuels qui défilent sur nos écrans. Je vais me focaliser sur les 2 plus grosses recettes de l'État, la TVA et la CSG. La TVA pèse 200 milliards d'euros, la CSG pèse 100 milliards d'euros, total 300 milliards d'euros. Ce chiffre représente 50% des recettes fiscales de l'État. Ces 300 milliards d'euros, c'est nous, les contribuables, qui les payons. C'est 4 fois plus que l'impôt sur le revenu. Le revenu ne pèse que, entre guillemets, 77 milliards d'euros, à comparer de ces 300 milliards d'euros. Alors, il me semblerait normal, lorsque M. Pujadas invite sur son plateau un de nos candidats, il me semblerait normal que la première des questions qu'il lui pose, ce soit « Mon cher Monsieur X, mon cher Madame Y, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont vos intentions concernant la TVA et la CSG ?» Et il ne le fait jamais. Et ce n'est pas correct. Alors tout y passe. Le Burkini, la loi El Khomri, Nuit debout, la refonte du code du travail, Bachar el-Assad, le prix du petit pain au chocolat, M. Poutine, le mariage pour tous. Alors bientôt, bien sûr, ce sera Donald Trump. Mais alors, la TVA et la CSG, rien, et ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Les rares candidats qui parlent de la TVA, ils veulent l'augmenter. Alors, juste pour percevoir ce que signifie augmenter d'1 point la TVA, 1 point de TVA, c'est 7 milliards d'euros de moins dans nos poches. Par an. Sur 5 ans, ceci représente 35 milliards d'euros de moins dans nos poches. Un candidat qui propose d'augmenter la TVA d'1 point, comment peut-il envisager de relancer notre croissance en amputant notre pouvoir d'achat de 35 milliards d'euros en 5 ans? Un autre exemple de cette malhonnêteté. Un autre exemple, une autre aberration, c'est la suppression de l'ISF. Alors ceux qui veulent supprimer l'impôt sur la fortune nous disent très sérieusement, tous ces mauvais citoyens, ils paient leurs impôts à l'étranger, en supprimant l'ISF, c'est pas les faire revenir. Ils nous prennent pour des billes, ces gens. L'ISF pèse 5,5 milliards d'euros. Par an. Sur 5 ans, l'ISF pèse 27,5 milliards d'euros. C'est 27,5 milliards d'euros que le candidat qui veut supprimer l'ISF, et bien sûr, un an nous annonce ça ne va plus rentrer dans les caisses de l'État. Donc dans nos caisses à nous, les caisses du contribuable. Alors petit calcul rapide, niveau CM1, petite division. Ils sont 180 000 à payer cet impôt. 27,5 milliards d'euros divisé par 180 000, le candidat qui veut supprimer l'ISF fait un cadeau de 30 000 euros par an à chacun de ces messieurs. C'est fou. C'est fou, comment peut-on oser proposer un truc pareil sur nos antennes. Supprimer l'ISF,
c'est nous priver d'une recette de 27,5 milliards d'euros. Comment peut-on imaginer une seule seconde que ces riches, ces gens qui sont aujourd'hui, qui payent leurs impôts en Belgique ou en Suisse ou ailleurs, comment peut-on imaginer qu'ils vont revenir en courant en France pour nous payer ces 27,5 milliards d'euros d'impôts qu'aujourd'hui ils ne payent pas? C'est tout simplement ubuesque. En ce qui me concerne, je n'augmenterai pas la TVA, je baisserai la CSG d'un point dès la première année, ce qui représentera une augmentation de notre pouvoir d'achat de 66 milliards d'euros en 5 ans. Et bien sûr, je ne supprimerai pas l'ISF. Je voudrais, si vous me le permettez, vous présenter rapidement les 3 grands axes de mon projet. Ces 3 grands axes sont le retour au plein emploi, la sécurité du territoire et l'immigration. Alors, premier volet, le chômage. Ma proposition tient en 3 mots, le bon sens. Pour que nos entreprises embauchent, il faut que les ménages achètent. Pour que les ménages achètent, il faut qu'ils aient plus d'argent. Je vais donc réduire la pression fiscale qui pèse sur les contribuables de 36% en 5 ans. Que vont faire les ménages de ces liquidités? Ils ne vont pas les placer sur un livret A à 0,75%. Ils vont dépenser. Mais il ne faut pas qu'ils achètent des produits made in China. Donc je vais réduire drastiquement la pression fiscale qui pèse sur nos PME. Pourquoi nos PME? Parce que ce sont elles qui embauchent et pas les grandes entreprises. Je vais mettre également à contribution les banques. Les banques, elles, paient en moyenne 8% d'impôts. Les entreprises, 33%. Question banale que vous êtes en droit de me poser, ouais, mais comment va-t-il faire pour financer ce manque à gagner pour l'État? La réponse est encore issue du simple bon sens. Pendant 3 ans, seules seront autorisées les dépenses liées à nos jeunes, nos seniors, la sécurité, la santé et la maintenance de l'existant. Tout le reste, stop. Je tiens à vous rassurer, mesdames et messieurs les maires, je ne vous ai pas oublié. Je vais vous apporter une bouffée d'oxygène. Si vous n'êtes pas le maire de Paris, de Marseille ou de Bordeaux. On va dire si votre commune est de taille modeste ou moyenne. J'ai fixé la barre à 35 000 habitants. Vous avez souffert tout au long des dernières années de la diminution des dotations de l'État aux collectivités locales. Je vais donc transférer, c'est un transfert, donc il n'y aura pas de nouvelles dépenses pour l'État, je vais transférer 15 milliards d'euros de dotation des grandes communes vers les petites et moyennes communes. Je pense très sincèrement que les dépenses de nos grandes villes sont exorbitantes. Je pense qu'elles ne sont pas compatibles avec le niveau actuel de notre déficit public. Avec ce plan en 3 axes, nous allons revenir au plein emploi en 3 ans. Le deuxième grand volet de mon projet, c'est la sécurité. La réponse aux attentes des Français en matière de sécurité est extrêmement simple. Je veux que les délinquants et les terroristes aient peur. Je veux qu'ils aient peur dans nos rues, je veux qu'ils aient peur dans nos cités. Ce n'est pas à nous, citoyens français, d'avoir peur, ce sont aux délinquants et aux terroristes d'avoir peur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais augmenter le budget de la mission sécurité, c'est-à-dire la mission qui regroupe les budgets de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile. Je vais augmenter ce budget de 50%. Je vais passer ce budget de 19 à 28 milliards d'euros. Je ne vais pas vous lire, je ne vais pas vous énoncer les mesures que je vais prendre dans le cadre de cette augmentation de budget, mais je vais augmenter ce budget de manière extrêmement importante. Notre gouvernement actuel affirme qu'il met tout en œuvre pour éradiquer le terrorisme sur notre territoire. Il ment. Je vous en donne la preuve. Au budget 2017, messieurs Valls et Hollande proposent d'augmenter le poste investissement de nos forces de sécurité de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros seulement, c'est dérisoire. C'est ce que je vais appeler une insulte aux familles des 238 victimes du terrorisme dans notre pays. Tous nos candidats doivent s'exprimer clairement sur ce poste budgétaire fondamental. Ils doivent tous nous préciser, mais alors sans la moindre ambiguïté possible, le montant qu'ils comptent consacrer à la mission sécurité du territoire. Le troisième grand volet de mon projet, c'est l'immigration. Et là,
je ne comprends pas. Les migrants qui fuient leur pays en guerre nous disent tous qu'ils partent parce qu'ils ont peur de mourir, parce que leur vie est en danger. Ils demandent tous le statut de réfugiés politiques. Et je ne comprends pas. En 1962, il y a eu, c'était le 5 juillet 1962, j'étais en Algérie, j'étais à Oran, il y a eu entre 500 et 1000 de nos compatriotes, des Français d'Algérie, des Pieds Noirs, qui sont morts, ils ont été massacrés par les Algériens. L'alternative des Pieds Noirs, mon alternative, était la valise ou le cercueil. Avec ma famille, nous avons choisi la valise et nous sommes partis. Mais je suis parti accompagné de ma mère, de ma grand-mère, de mon frère et de mon père. Mon père n'est pas parti seul. Mon père n'a pas dit « ouais, bon, je vais en France, la petite famille, soyez rassurés, dès que ça va mieux, je reviens ». Non, mon père n'est pas parti seul. Nous sommes tous partis ensemble avec chacun sa valise. Et je ne comprends pas. Ces migrants sont en danger de mort. Pourquoi ils partent seuls? Ce sont en grande majorité des hommes. Ils ont laissé là-bas, dans leur pays d'origine, en guerre, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Je ne comprends pas. Le voyage leur a coûté entre 3 000 et 4 000 euros. Et là encore, je ne comprends pas. Mais comment ont-ils fait pour épargner une telle somme? J'entends sur nos antennes des tas de déclarations de personnes qui me disent « ouais, mais ils vont ensuite revenir chercher leur famille, ou alors ils feront venir leur famille ». Et là encore, je ne comprends pas. Une épouse, 3 enfants, un père, une mère, total 6 personnes, 6 x 4, 24 000 euros. Excusez-moi, mais ils vont sortir l'argent d'où pour faire venir leur famille? C'est qui va payer? C'est nous? C'est pas correct. Alors qu'est-ce que je propose? Encore et encore le bon sens. Le code frontière de Schengen prévoit une possibilité de rétablir le contrôle aux frontières en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. C'est l'article 26. Avec 238 victimes sur notre territoire, je considère qu'il existe une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Je vais mettre en œuvre l'article 26. Je vais donc rétablir les contrôles aux frontières, les contrôles à l'entrée. Sortie, aucun contrôle. Tous ceux qui veulent quitter la France peuvent partir. Je vais donner une priorité absolue aux réfugiés chrétiens. Les chrétiens sont persécutés dans les pays du Moyen-Orient. Ils auront droit à notre soutien. Les chrétiens et les familles, pas les hommes célibataires. Mais surtout, je refuse d'accueillir sur notre sol des pseudo-réfugiés politiques qui viennent en France dans le seul but de bénéficier de prestations sociales. Lors de mon discours d'investiture, dès le lendemain de mon élection, je ferai une déclaration solennelle à la communauté internationale. Je veux tout simplement dissuader les futurs migrants de venir dans notre pays. Le premier point. Aucun job ne sera octroyé à un migrant tant que le plein emploi ne sera pas rétabli dans notre pays. C'est une question d'équité vis-à-vis de nos compatriotes. Nous avons plus de 6,5 millions de chômeurs. Il serait injuste et indécent, au nom d'une quelconque volonté d'intégration, de donner une priorité à un étranger pour un job. Deuxième point, il ne leur sera versé aucune aide financière. Aucune, c'est aucune. Notre dette s'élève à 2300 milliards d'euros. Chaque euro versé à un migrant, chaque euro que l'on dépense, sera remboursé par nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Pourquoi? Et même parce que nos emprunts sont sur 20, 30, voire 50 années. Très peu de nos concitoyens le savent. Le dernier emprunt souscrit par EDF, je rappelle, nous détenons 85% du capital d'EDF, donc nous les contribuables, nous détenons 85% du capital d'EDF. Ce dernier emprunt a été souscrit sur 100 ans, un siècle. C'est fou. Il me semble donc injuste qu'aujourd'hui nous dépensions de l'argent qui devrait être remboursé par nos jeunes pendant les 50 prochaines années. Ce n'est pas juste et je ne le ferai pas. Je suis navré de cette position qui pourra paraître à certains un petit peu dure, mais ce n'est pas de moi, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Si certains de nos concitoyens veulent aider les migrants financièrement,
je vais leur en donner la possibilité. Ils le feront sur la base du volontariat. Je vais créer un fonds de solidarité volontaire, je l'ai dénommé FSV. Ce fonds recueillera les dons volontaires de ses donateurs. Ces versements seront effectués de manière extrêmement simple au travers de la déclaration fiscale annuelle, une simple case à cocher. Je verse au profit des migrants 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Cette somme sera imputée directement sur l'impôt à payer, sur l'impôt sur le revenu. Elle ne donnera lieu à aucune réduction fiscale et le solde du FSV, qui je l'espère atteindra des milliards d'euros, sera intégralement reversé au profit des migrants. Je veux que ces personnes prouvent qu'elles sont sincères. Elles ne peuvent se contenter de dire « ouais, il faut les aider », mais enfin bon, on veut que ce soit les autres qui paient. Enfin, le troisième point de ce volet immigration, je vais lancer un vaste programme de construction de résidences d'accueil. Le laxisme de nos dirigeants qui a conduit à la jungle de Calais n'est plus tolérable. Les migrants y seront accueillis conformément aux normes sanitaires internationales. Ils seront libres d'accès à nos lieux publics, mais sous réserve. Sous réserve qu'ils soient en possession d'une pièce d'identité valide et surtout qu'ils ne perturbent pas l'ordre public. Dans le cas contraire, ils seront assignés à résidence, comme c'est le cas pour tout citoyen français. Ah oui, dernier point, les frais médicaux seront pris en charge par les consulats d'appartenance de ces migrants. Si ces consulats refusent cette prise en charge, les migrants concernés seront reconduits aux frontières. Je ne vois pas pourquoi le contribuable français devrait supporter un coût médical si le propre pays d'origine du migrant refuse de le faire. Madame, monsieur le maire, j'en ai terminé, j'étais un petit peu long, mais je vois, il me semblait difficile de vous présenter en 3 minutes un projet alors que les médias ne m'ont pas permis de le faire sur nos antennes. J'étais un petit peu long, je tiens à vous remercier bien sûr de votre écoute jusqu'à la fin de cette présentation, et je voudrais en terminer par une très grosse demande. Notre prochain président sera issu des Républicains, du Parti Socialiste ou du Front National. Si cette éventualité vous plaît, vous cliquez sur « Désabonnez-moi » en bas de cette page et je ne vous importunerai plus jamais. Mais si vous êtes, disons, je vais dire déçus par ceux qui nous ont dirigés, par ceux qui nous ont mal dirigés, ou alors par ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir mais qui refusent catégoriquement de nous présenter leur budget, de nous prouver leur sincérité, leur crédibilité, au travers de ce budget, s'il vous plaît, apportez-moi votre soutien, mais de suite, sans attendre. Voyez-vous, en avril 2017, il sera trop tard. Les nouvelles règles électorales ont changé. Elles ne me permettront jamais de présenter mon projet à nos compatriotes. Et nous élirons à nouveau un menteur, un incompétent. En un mot, ce sera un énarque ou un avocat, ou une avocate. Ce soutien que je vous demande aujourd'hui n'est pas un engagement officiel, et vous le savez. Lorsque le Conseil constitutionnel vous en fera la demande, vous pourrez bien sûr décider, changer d'avis, ou me confirmer votre confiance. Mais je pense que vous aurez au moins contribué à ce que je vais appeler la libre expression de notre démocratie dans notre pays. Voyez-vous, j'espère qu'avec votre soutien, je pourrai enfin m'exprimer sur nos antennes et présenter ce projet à nos concitoyens. Et je pense aussi que peut-être vos administrés apprécieront votre démarche, apprécieront votre position d'aujourd'hui. J'espère qu'ils vous le rendront lors des prochaines élections municipales. Madame, monsieur le maire, si vous voulez me parler, vous me téléphonez sur le petit numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette page. Si vous voulez me convier dans votre commune, vous m'envoyez un petit message et je serai ravi de vous rendre visite. Je vous remercie encore, puis à bientôt j'espère.